bien, s'il s'agit des filles, c'est le mariage précoce par exemple. S'il s'agit des garçons, parfois ils n'ont pas l'envie, parce que l'élève qui a quitté ma classe, il n'avait pas envie. À chaque fois, on le voyait traînarder dans la rue avec des enfants mendiants. Donc, il y en a aussi qui ont vraiment des moyens, des problèmes de moyens, des problèmes de financiers qui poussent les parents à croiser les bras. Donc, mais est-ce que l'éducation des jeunes filles est moins valorisée que chez celle du garçon? Bon, je peux dire qu'autrefois, il était moins valorisé, mais avec la modernisation, les enfants commencent à fréquenter. Parce que maintenant, avec la campagne de sensibilisation, si vous entrez dans les classes, vous verrez qu'il y a plus de filles que de garçons. Là, on a au moins réussi un côté. Mais si nous allons dans la campagne, c'est vrai qu'il y a une diminution, mais ça existe toujours là-bas. Et tu parles très fort aussi pour qu'on puisse entendre. Je pense que l'école est bien parce qu'on nous apprend beaucoup de choses et que c'est pour notre avenir et pour aider nos parents. Là-bas, je peux écrire, lire et apprendre beaucoup de choses et les donner aux autres. Grâce à ça, je peux savoir ce qui se passe dans le monde et ce qu'il y a autour de moi. Je pense qu'on devrait le partager avec d'autres personnes qui ne peuvent pas lire et écrire. En fait, je m'appelle Marie-Louise Diop. On m'appelle ici Madame Sow, épouse Sow. Donc, et je suis éducatrice spécialisée. Et depuis ma sortie de l'école, j'ai fréquenté que les centres qui s'occupent d'enfants déficients mentaux. Donc, quand nous sortons dans la rue pour nous promener ou pour aller faire des découvertes, des sorties, etc., les gens du quartier où nous étions, et ça c'est valable aussi quand on était à Dakar, les gens nous désignaient par voilà les fous et leurs maîtresses. Donc, quand les gens disaient ça, bien que ce soit un acte péjoratif, moi je ne le voyais pas de ce sens-là. Je me disais que ces personnes-là ignorent ce que nous faisons et ils ignorent ce que sont ces enfants-là. Donc ce n'est pas la peine d'en faire un tollé. Il suffit seulement d'aller auprès de ces personnes-là, leur expliquer la pathologie de l'enfant, leur expliquer nous ce que nous sommes en train de faire avec ces enfants et que leur pathologie c'est différent de la folie. La déficience mentale et la folie ne sont pas dans le même registre. Moi, c'est Oumar Ndiaye José. Je suis Saint-Louisien d'origine. J'habite le quartier sud et je travaille sur l'art. Je suis artiste plasticien. Ce n'était même pas l'argent. Moi, j'accepte de travailler gratuitement pour eux. Parce que ces genres d'enfants, il faut les aider. Ouais. Il y avait une motivation. Lorsque j'ai su que c'est ça, c'est comme ça, quoi. J'ai eu la motivation de travailler avec eux.
Et puis bon, lorsque j'ai commencé aussi, j'ai senti que les enfants, ils m'adorent. Parce qu'à chaque fois que je viens, tu as vu, ils sautent sur moi, ils jouent avec moi, tu vois. C'est vraiment... La plus belle reconnaissance. Ouais, ouais. Chaque mois, on travaille sur un thème. Donc, ce mois-ci, c'est le dernier mois, mais on a travaillé sur le thème de l'élevage. Et puis les enfants, comme ils aiment beaucoup les animaux, des trucs comme ça, raison pour laquelle j'ai pris ce thème. Nous sommes des centres qui sont tenus par des associations de parents qui ont des fois de maigres moyens pour subvenir à l'attente de ces enfants-là. Mais moi, j'aurais suggéré, puisque ces enfants-là font partie de la population, que l'État améliore sa politique sociale afin de prendre aussi ces enfants en charge. Parce qu'au Sénégal, quand on parle des personnes handicapées, ces enfants-là sont restés en rade. Parce qu'ils n'ont pas, bon, je ne sais pas... sont laissés en rade? Ils sont laissés en rade, oui, parce qu'il y a que, quand on parle de handicap au Sénégal, de personnes handicapées au Sénégal, ce que l'État prenne en compte, c'est seulement les handicapés moteurs, les handicapés visuels et les sourds-muets, mais pas les enfants déficients mentaux. La preuve, il n'existe même pas d'école pour eux au Sénégal, alors que ce devait être le cas. Ce devait être le cas. Les handicapés moteurs ont une école à Dakar. Les sourds-muets ont une école qui les prend en charge à Dakar. Les handicapés visuels aussi ont une école qui les prend en charge à Thiès. Et pourquoi pas les déficients mentaux? Mais oui. Et ces différentes écoles dont je viens d'énumérer, avec leur type de handicap, sont pris en charge par l'État. Mais il n'y a pas un seul centre pour les enfants déficients mentaux qui est pris en charge par l'État. Tous sont pris par des associations de parents. On sait que les associations, à la longue, ça finit par se casser. Et si ça se casse, quel est le devenir pour ces enfants? Il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire. Parce que déjà, il y a pas mal de gens qui ne savent pas qu'il y a un école comme ça. Si, par exemple, on avait les moyens de souvent de faire par exemple, des émissions à la radio scolaire, des trucs comme ça, c'est une très bonne sensibilisation parce qu'il y a beaucoup de parents qui écoutent la radio pour savoir ce qui se passe pour les enfants dans les écoles, les examens, des trucs. Si on parlait ça chaque semaine dans les radios, j'espère que bon, il y aura une pub quoi, et puis bon, ça ira bientôt, ça va venir. Bon, dans 10, 20 ou 30 ans, moi j'aimerais voir ce centre s'agrandir, quitter ce lieu même là pour avoir une autre structure pour qu'on s'installe ailleurs beaucoup plus grand avec des différents ateliers dont je viens de parler. Et voir un jour un enfant qui tient son atelier, bien sûr il sera toujours accompagné par quelqu'un, même si c'est de la famille ou bien de son entourage. J'aimerais voir les enfants intégrer un métier. léegi lu leen ci wax rek ci way bi
Nous, avant notre génération, on peut dire que l'enseignement était un métier noble. Jusqu'à présent, c'était un métier noble, mais les enseignants d'avant et les enseignants de maintenant, il y a une très grande différence. Donc au début, l'enseignant était très respecté. Un enseignant, quand tu as l'amour des enfants, c'est sûr que tu as envie de travailler et tu as envie de renforcer tes compétences au quotidien. Tu vas embrasser un métier contraignant mais passionnant. Il t'exigera rigueur dans le travail, la conscience professionnelle, et entre autres, mais il t'offrira aussi le sentiment d'un devoir accompli et aussi la reconnaissance de la société. Et enfin, il me disait peu de richesse matérielle et beaucoup de noblesse. Ça veut dire que la noblesse y est, mais quand on est enseignant, on demeurera pauvre. Ça, j'en suis certain. C'est plus difficile pour une enseignante femme. Parce qu'ici, nous, les femmes, une enseignante femme, non seulement on te demande de beaucoup faire à la maison, et on te demande de beaucoup faire à l'école. Par exemple, peut-être la différence entre nous et vous pouvez être enseignante femme, mais ça ne pose pas un problème dans vos vies de famille, etc. Parce que les moyens sont... Mais ici, on peut avoir souvent, on peut être dans des belles familles qui sont compliquées, ou bien avoir un mari qui est compliqué, qui va te dire non, c'est toi qui vas préparer, on va pas te chercher une bonne... Il y a le poids social qui pèse beaucoup, souvent tu as beaucoup d'enfants, donc c'est très difficile encore à la maison, souvent quand tu n'as pas un directeur qui est compréhensible, ou bien les autorités qui ne sont pas compréhensibles, c'est très difficile d'être enseignante femme. C'est très difficile d'être enseignante femme. Et bon, malheureusement ou bien heureusement, au Sénégal, il y a beaucoup d'enseignantes que d'enseignants. Toujours, ce sont des filles qui sont les meilleures que les garçons. Et au Sénégal, maintenant, depuis quelques années, on a adopté une politique pour la scolarisation de toutes les filles et le maintien aussi des filles à l'école. Bien que ce soit pas, on n'a pas atteint ça à 100%, mais comme il y a des avancées très positives qui sont en train d'être notées, et ce qui fait que maintenant, les filles vraiment sont les meilleures presque dans toutes les classes. Quelles sont les plus grandes difficultés de ces élèves-là? La lecture et l'écriture. La lecture et l'écriture. De façon générale, le français. Le français. Les élèves ne lisent plus. Les élèves n'écrivent plus bien. N'écrivent plus. Alors, quand on ne lit pas, quand on n'essaye pas d'écrire ce qu'on pense, je pense que là, on ne pourra pas lire les mathématiques. On ne pourra même pas résoudre un problème mathématique. C'est pas possible. Il faut être bien en français. Et pour être bien en français, il faut faire la lecture. Les enfants ne lisent pas. Mais les enfants ne lisent pas. Mais aussi, on doit se poser, nous, une question. Est-ce que nous développons des techniques de lecture pour faire aimer aux enfants la lecture? Il y a deux enfants talibés. Il y a les enfants qui sont l'enfant de la rue, que c'est des, soi-disant, c'est des enfants mal élevés, ils sont dans leurs parents, ils sortent de la maison comme ça. C'est ça qu'on dit, des fois ils volent, des fois ils prennent l'argent des autres. Il y a d'autres enfants talibés, ils viennent dans leur village, confiés par un marabout. Ça, ce n'est pas des enfants qui volent, mais c'est des enfants qui viennent de la pauvreté. Et on les amène dans la ville et ils sont avec un marabout. Cette marabout,
qui les envoie pour qu'ils fassent les mendier. On les exige chaque jour 200 francs. Donc ça, on peut le dire, les enfants, ils sont exploités par le marabout. Amener les enfants au tennis et ils deviennent des parents responsables. C'est cette réussite seulement que je cherche dans l'avenir que eux, pour eux qui deviennent des grands-pères de famille, pas comme eux qui sont actuellement d'abandonner leurs enfants et de laisser les enfants dans la rue. Pour eux, à part de eux, ils être des relais, des témoins pour lutter ce phénomène, pour travailler dans l'avenir. Pour eux, ils sont des grands-parents et conseiller les autres pour que ce phénomène de talibé et les enfants de la rue disparaissent. Moi, je suis convaincu que la réussite sociale passe forcément par l'éducation. Il faut qu'il y ait éducation pour qu'il y ait réussite sociale. Éducation au sens large. Au sens large. Ce n'est pas seulement à l'école française, mais c'est aussi le développement des écoles d'art, qui est une bonne politique que le gouvernement est en train de mettre sur place depuis quelques années, mais qui tarde à vraiment porter les fruits. Hein. Bon, l'éducation, hein, c'est la clé du développement. L'éducation, c'est la base de tout. Un pays qui n'a pas d'éducation, ça, on ne peut pas appeler ça un pays. Ou bien sans éducation, on ne peut rien faire. Donc l'éducation, c'est la base de tout, c'est la clé de tout. Dans un pays, quand l'éducation marche, tout marche. Mais quand l'éducation ne marche pas, rien ne va marcher. C'est la clé du développement d'un pays. Oh, 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 oh. Les vacances scolaires, il y a quelque chose dans l'air. On est rassemblés, on va bien s'amuser, on va rigoler, on va partager et on va jouer. Oh, ici à Saint-Louis, on est réunis, on sait d'où l'on vient, on est Saint-Louis, on est Canadiens, on se tient par la main et on ira loin. Oh. Elinen banom sen